Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien tout d'abord. Donc, pour ma part, je m'appelle Emmanuel Demey, je suis consultant web et élastique en indépendant depuis très peu. Donc, vous pouvez me suivre sur Twitter sur @EmmanuelDemey si vous avez n'importe quel type de questions relatif à Elasticsearch ou au TechnoWeb, je serais ravi de vous répondre. Alors, aujourd'hui, on va parler de la suite élastique. La suite élastique est composée de plusieurs produits que je vais vous présenter rapidement. Alors, c'est les seuls slides que j'ai pour cette présentation. Le reste, ce sera du live coding euh, que je vais commencer dans quelques minutes. Donc, la suite élastique, on connaît tous à minima Elasticsearch parce que c'est le produit historique de la suite. Elasticsearch est une solution open source qui va nous permettre de mettre en place un moteur de recherche sur une application qu'on développe. Autour de cet produit Elasticsearch, la société Elastic a rajouté plusieurs produits autour pour étendre les cas d'utilisation de cette technologie. Alors, comme je l'ai indiqué, le premier cas d'utilisation, c'était un moteur de recherche. Mais ensuite, il y a eu un deuxième use case qui est apparu très rapidement, c'est pouvoir centraliser les logs à un seul endroit. Ce fameux endroit, c'est bien évidemment Elasticsearch. Et à partir de ces données qu'on va mettre dans ce cluster, on va pouvoir les visualiser, les interroger, les manipuler, les triturer via une interface graphique qui s'appelle Kibana. Donc, ces deux produits-là, je vais vous les présenter tout à l'heure pendant la démo. Et ensuite, le troisième use case qui apparaît de plus en plus également en ce moment, c'est Elasticsearch et Kibana pour un usage de sécurité. Je ne sais pas si vous connaissez le terme de SIEM, mais grosso modo, c'est un mécanisme permettant de vérifier les éventuelles failles de sécurité présentes sur un système d'information. Donc là, on a Elasticsearch qui est notre base de données, on va dire, Kibana qui est l'interface graphique et autour. Et ensuite, on a d'autres produits comme Logstash qui est un ETL qui va nous permettre d'aller récupérer de l'information quelque part, d'une base de données, d'une requête HTTP, d'un fichier, je ne sais quoi, le modifier et ensuite l'envoyer à Elasticsearch. Donc ça, c'est le produit également assez ancien qui était présent depuis longtemps dans cette suite. D'ailleurs, avant, on n'appelait pas ça la suite élastique, mais la suite ELK. E pour Elasticsearch, L pour Logstash et K pour Kibana. À partir de ces trois produits, ils en ont rajouté d'autres. La suite Bits, qui sont des agents écrits en Go, qu'on va pouvoir installer sur nos serveurs, dans nos containers Docker, dans notre infrastructure, pour aller shipper, récupérer de la donnée, et ensuite les envoyer au cluster Elasticsearch, encore une fois. Le Elasticsearch est vraiment le cœur, le centre de la solution que je vais vous présenter aujourd'hui. Et après, autour de ça, il y a des solutions pour rajouter du monitoring, pouvoir être alerté quand, par exemple, si je monitore les requêtes sur mon serveur, si j'ai des erreurs, j'ai 500 erreurs par exemple dans les 5 dernières minutes, et mettre une erreur, une alerte, et envoyer, je sais pas moi, un message sur un Slack ou un email pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir réparer l'éventuel problème. Donc là, c'est une vision globale de la suite élastique qui grossit, on va dire, de release en release pour essayer de proposer des solutions pour tous les cas d'usage possibles et inimaginables. C'est fini pour la présentation. On va passer à un live coding très simple. J'ai téléchargé depuis le site elastic.co. Je ne sais pas si vous voyez tous mon écran. J'ai zoomé un petit peu, donc ça devrait le faire. J'ai téléchargé Elasticsearch, Kibana, donc le moteur de recherche, Kibana l'interface graphique, et ensuite deux implémentations de la suite Bits, qui est FileBit et MetricBit. FileBit va nous permettre de récupérer des lignes de log dans un fichier, par exemple, et MetricBit va nous permettre de récupérer des métriques système, par exemple, et ensuite les envoyer à Elasticsearch. Le but de cette heure de présentation, c'est d'essayer de mettre en place une petite solution de monitoring sur mon PC
que j'aurais pu faire également sur un serveur n'importe où. Là, j'ai fait simple, j'ai fait ça sur mon PC. Et de vous présenter les bases de ces trois types de produits, donc Elasticsearch, Bits et Kibana. Donc, je vais d'abord démarrer par le cœur du truc, qui est Elasticsearch. Parce que sans Elasticsearch, je ne pourrais pas démarrer Kibana, je ne pourrais pas démarrer également MetricBit ni FileBit. Donc, je suis dans mon répertoire. Je vais démarrer Elasticsearch. Elasticsearch est un projet open source qui se base sur Lucene, un autre projet open source de la communauté. Elasticsearch, la seule chose qu'il apporte, c'est surtout le côté scalable. C'est qu'on va pouvoir avoir plusieurs nœuds pour pouvoir répartir la charge. Si on a énormément de requêtes d'indexation, ce genre de choses, on va pouvoir répartir le temps de travail sur plusieurs nœuds de mon cluster. Également, la tolérance à la panne. Si l'un de mes nœuds tombe, ben, ce n'est pas très grave parce que si j'ai bien configuré mon installation, j'ai mes données qui sont répliquées sur un autre nœud de mon cluster. Et donc, en tant qu'utilisateur, ce sera totalement transparent pour moi. Donc là, les logs, bon, ce n'est pas très intéressant. J'ai normalement Postman quelque part ici. Le seul moyen d'interagir avec Elasticsearch, c'est via une requête HTTP. Par défaut, lorsque vous allez lancer Elasticsearch sur votre machine, il sera disponible sous port 9200, comme vous pouvez le voir ici sur Postman. Et en fait, tous les produits qui sont capables d'indexer de la donnée dans Elasticsearch, que ce soit Logstash, Bits ou des clients Java, JavaScript ou autres, en fait, ils utilisent cette API REST également. Donc, c'est le seul moyen de communication possible avec un cluster Elasticsearch. Donc là, juste pour vérifier que tout fonctionne, si je fais une requête GET sur la racine de mon domaine, localhost 9200, normalement, j'ai une réponse. Ça veut dire que Elasticsearch est bien fonctionnel. Je suis en version 7.6.1, j'ai téléchargé ce matin, donc ça doit être la dernière version. Mais ça, c'est juste des informations qui me permettent de m'assurer que le cluster Elasticsearch est bien démarré. Avant de vous montrer Kibana, je vais vous présenter les trois fonctionnalités les plus importantes d'Elasticsearch. La première, c'est d'indexer. Le but, c'est d'envoyer des documents, des données à Elasticsearch pour ensuite pouvoir faire des recherches. Il ne faut pas oublier que le premier use case d'Elasticsearch, c'était un moteur de recherche. Une fois qu'on a indexé ces documents, on va vouloir faire des requêtes de recherche. Donc, je vais vous montrer la syntaxe juste après. Et la troisième fonctionnalité, c'est ce qu'on appelle des agrégations. Je ne sais pas si vous voyez quand vous êtes sur un site d'e-commerce, vous êtes sur une page de résultats d'une recherche. Souvent, à gauche, vous avez une zone dans laquelle vous avez des catégorisations. Par exemple, si je suis sur le site le Decathlon, par exemple, je cherche des VTT. Au centre, vous avez le résultat de la recherche avec tous les VTT qui ont été retournés. Et à gauche, vous avez ce qu'on appelle des facettes où vous avez, tiens, sur les résultats qui ont été retournés, j'ai 5 VTT entre 0 et 200 euros, 10 VTT entre 100 et 200 euros, j'ai 30 VTT rouges, 10 VTT bleus, grosso modo plusieurs catégorisations sur le jeu de données qui a été retourné. Ben ça, les facettes, on va pouvoir le faire également en Elasticsearch avec l'API qu'on appelle les agrégations. Et donc, je vais vous montrer ça avant d'aborder Kibana. Alors, j'ai préparé des requêtes pour ne pas perdre trop de temps. Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, tout se base sur une API REST. Pardon, excusez-moi parce que je regarde les questions en même temps et c'est un peu perturbant. Je répondrai à la question de Jonas juste après. Donc, un document, on va le mettre dans ce qu'on appelle un index. Il faut imaginer un index dans le monde relationnel comme une table. Donc là, par exemple, comme j'ai fait des tests hier, je vais renommer ça en Malt. Je vais indexer un document dans un index qui s'appelle Malt. Et dans le corps de la requête que je vais envoyer, je vais définir le document que je souhaite indexer. Le document, c'est au format JSON, clé-valeur. La valeur, ça peut être une chaîne de caractères, un entier, un tableau ou n'importe quoi. Donc là, par exemple, j'indexe un document assez basique qui a juste deux propriétés, un level, info, warn, error ou n'importe quoi.
et puis un attribut message avec une chaîne de caractères. Donc j'indexe ça. Il m'a bien indiqué que le document a été créé. Je vais en indexer deux ou trois autres pour avoir un jeu de données un tout petit peu plus complexe. Alors, je vais indexer également un warning. Je ne suis pas très bon pour trouver des exemples des jeux de démo. Ça fera l'affaire. Warn 1. Ah, excusez-moi. Je vais pouvoir avoir plusieurs warnings et je vais avoir une erreur. Voilà. Donc là, j'ai exécuté 4 recherches avec 4 documents différents. Et en fait, ça veut dire que ces 4 documents ont été indexés dans Elasticsearch et je vais pouvoir faire des recherches dessus. Donc, je reviens sur la question de Jonas. Alors, je n'ai pas vu la réponse en dessous, mais en effet, on pourrait se dire, je ne sais pas si vous voyez tous la question, est-ce que bits remplace Logstash? En effet, pour le fonctionnement de base, on pourrait dire que Logstash ne sert plus à rien parce que tout peut être fait par Filebit ou MetricBit. Mais en fait, Logstash est beaucoup plus conséquent en termes de fonctionnalité. Il n'est pas lié que à Elasticsearch et il n'est pas lié que à récupérer des métriques ou des lignes de log. Avec Logstash, on peut aller attaquer une API REST en input et récupérer le résultat et l'envoyer quelque part. On peut se connecter à un connecteur Kafka pour récupérer des messages dans un topic, les recevoir et les envoyer quelque part. Il faut vraiment voir Logstash comme un ETL où les inputs que j'ai en entrée, ça peut être du Elasticsearch, mais ça peut être n'importe quoi en fait. Et également l'output. L'output, ça peut être du Elasticsearch, c'est le use case principal, mais ça peut être n'importe quoi. En output, je peux envoyer à Elasticsearch, je pourrais envoyer dans un Redis, dans un Kafka, dans une base de données, sur une API REST, n'importe quoi. Donc en fonction de ton use case, il n'y a peut-être que Logstash qui pourrait y répondre en fait. Donc voilà, là j'ai indexé mes 4 documents et on va faire une recherche. Une recherche, Elasticsearch met à disposition un endpoint. À chaque fois que vous voyez le endpoint underscore quelque chose, c'est un endpoint spécifique Elasticsearch. Là, c'est le endpoint de recherche. Pour faire la recherche, on va définir la query qu'on souhaite faire dans le body de ma requête. On va pouvoir faire différents types de requêtes. Des requêtes de type full text, genre, je ne sais pas, moi j'indexe un document avec un gros paragraphe. Dans ce paragraphe-là, il y a la chaîne de caractères Malt. Si je cherche Malt dans mon document, j'ai envie que cette chaîne de caractères, ce paragraphe soit retourné parce que le paragraphe contient la chaîne de caractères que j'ai recherchée. On pourra faire de la recherche stricte. Je veux tous les documents dont la propriété level est strictement égale à info. On va pouvoir faire de la recherche par range. Retourne-moi tous les documents dont le code HTTP est compris entre 200 et 300. Et le dernier use case, la recherche géospatiale, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais si j'ai une donnée dans mes documents qui est des coordonnées GPS, donc avec latitude et longitude, je vais pouvoir faire de la recherche. Retourne-moi tous les documents dont la propriété de géolocalisation est comprise dans cette zone graphique, par exemple. Donc les fonctionnalités de recherche sont assez évoluées. Et en fait, ce n'est pas Elasticsearch qui les implémente, c'est Lucene derrière qui est en charge d'exécuter ces recherches. Donc là, pour faire la recherche, on ne va pas aborder toutes les queries possibles parce qu'il y en a énormément. Je vous invite à aller voir la documentation qui est de mieux en mieux. Mais la syntaxe va être toujours la même. Je vais définir une query. Donc là, c'est un mot-clé dans Elasticsearch. Je vais indiquer quel type de query que je veux faire. Donc là, c'est une query du type match. Donc ça veut dire que c'est une requête de type full text. Recherche-moi que dans telle propriété de mon document, il y a cette chaîne de caractères qui est présente. Et ensuite, sur quel champ je veux chercher. Et ensuite, la valeur. Donc là, grosso modo, je recherche tous les documents dont la propriété level contient la chaîne de caractères info. Si je ne me trompe pas, je dois bien avoir un résultat, parce que je crois que j'ai indexé qu'un seul document avec la chaîne de caractères level. Si j'exécute ceci, j'ai ce résultat-là. Donc là, on voit que j'ai un résultat.
Et ici, dans mon tableau, j'ai tous les documents répondant positivement à la recherche que je souhaite faire. Donc là, je retourne bien mon message. Ceci est un message d'info avec le bon level. Si je cherche Warm, je crois que Warm, j'en avais deux. J'ai bien deux documents et j'ai bien ensuite mes deux objets ici. Par défaut, Elasticsearch me retourne les 10 documents les plus pertinents. Si j'ai plus de 10 documents, je vais avoir une API permettant de faire de la pagination. Si je veux récupérer la page 2, 3, 4, ainsi de suite. Quand je parle de pertinence, c'est que Elasticsearch, en fonction de la recherche que je vais faire, pour chaque document, il va me calculer un score de pertinence. Par exemple, si je cherche retourne-moi tous les documents qui ont les chaînes de caractères Malt ou freelance, pardon, les documents qui ont Malt et freelance seront plus pertinents que les documents qui ont que Malt ou que freelance. Donc en fait, c'est Elasticsearch qui calcule ce score que vous pouvez retrouver ici. C'est ce chiffre ici. Donc par défaut, c'est trié par le score le plus élevé en premier. Mais ça, dans l'API, on peut le customiser et on peut interagir sur le filtre qu'on souhaite utiliser. Si je retourne là, donc, dans l'API Elasticsearch, il y a énormément de requêtes que vous pouvez faire en fonction de la recherche que vous souhaitez avoir. Donc là, c'est un use case, une requête très simple. Le dernier cas d'usage, c'est les agrégations. Donc, tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, on avait un bloc query qui était là. En plus de ce bloc query, on peut mettre un bloc agrégation. Et dans ce bloc agrégation, je vais pouvoir faire plusieurs agrégations. Je ne suis pas limité qu'à une seule. Et là, encore une fois, les agrégations, il y en a plusieurs. Est-ce que je veux faire une agrégation par terme, c'est-à-dire que je veux compter combien j'ai de documents avec le terme info, le terme warn, le terme error? Est-ce que je veux compter le nombre de documents par date? Combien j'ai eu de messages aujourd'hui entre 8h et 9h, aujourd'hui entre 9h et 10h, ainsi de suite. Par coordonnées GPS, on pourrait le faire aussi. On va juste expliquer quelle façon on souhaite catégoriser nos données. Cette catégorisation-là se fait sur les résultats de la recherche. Dans l'exemple que je vous montre là, je ne fais pas de recherche supplémentaire, je n'ai pas de bloc query. Donc en fait, je vais faire la recherche je vais faire l'agrégation sur l'ensemble des données que j'ai dans mon index, d'ailleurs il est incorrect, qui s'appelle Malt. Mais j'aurais pu avoir une query en amont, et donc l'agrégation va s'appliquer sur les résultats de cette query. Donc là, encore une fois, l'API est normalisée, standardisée par Elasticsearch. J'ai un bloc agrégation. Je lui donne un petit nom, ça c'est libre à moi. Parce que comme je peux avoir plusieurs agrégations dans la même requête, il me faut un moyen de savoir quel résultat correspond à quelle agrégation. Ensuite, on va dire quelle agrégation on veut faire. Donc là, c'est là où on a plein, des terms, des datistogrammes, des filters. Encore une fois, allez voir la documentation, il y en a énormément. Et on va configurer l'agrégation. Donc là, je ne rentre pas dans les détails sur le keyword, mais grosso modo, je fais une agrégation sur le champ level. Donc, je veux avoir, pour chaque valeur de la propriété level, combien j'ai de documents. Donc, pour rappel, j'ai des levels qui est égal à info, error et warning. Donc, normalement, je devrais avoir, pour ces trois levels, le nombre de documents associés. Donc, j'exécute ceci. Et en plus des résultats de la recherche, j'ai un bloc agrégation qui est apparu, où là, je trouve, pour l'agrégation qui s'appelle per level, j'ai deux documents qui ont le level égal à warn, un document error et un document info. Et ces agrégations-là, vous pouvez en faire plusieurs, vous pouvez les imbriquer. Par exemple, si je veux faire une première agrégation par level et ensuite par level faire une deuxième agrégation imbriquée par, je ne sais pas moi, un autre prédicat, je pourrais le faire. Je n'ai jamais atteint les limites d'agrégation imbriquée. Donc là, c'était présenter
la base, là on n'a qu'une heure, d'Elasticsearch, comment j'indexe des données. Je le répète ici, je fais une requête, je lui passe en document, en body de ma requête, le document JSON que je souhaite indexer. Comment je fais des recherches avec la DSL mise à disposition par Elasticsearch. Et ensuite, comment je peux éventuellement faire des agrégations. Donc, moi, je suis développeur front aussi. Faire des requêtes comme ça à la main, c'est bien. Mais je vais vous montrer Kibana à présent, qui est une autre solution pour interagir avec un cluster Elasticsearch. Donc là, encore une fois, j'ai téléchargé Kibana ce matin, la nouvelle version. Je vais faire comme pour Elasticsearch, je vais le lancer devant vous. On croise les doigts. Et normalement, au bout d'un moment, ça va arriver. On va faire des claquettes, ça va arriver. En localhost, sur le port 5601, j'aurai une interface graphique qui sera mise à disposition. Donc, Kibana est un produit qui était là depuis longtemps. Ils l'ont renouvelé, remodelé. L'interface graphique a énormément changé. Et on arrive quand même à présent à un truc assez puissant, assez simple à utiliser en tout cas, que je vais vous montrer tout de suite. Donc les trois, dans Kibana, en fait, c'est pas une seule application, c'est plein de petites applications. Mais celles qui vont nous intéresser tout d'abord, c'est les trois premières ici, Discover, Visualize et Dashboard. C'est les trois fonctionnalités qui étaient présentes depuis longtemps dans Kibana en fait. Discover va nous permettre de regarder les requêtes que j'ai dans mon cluster. Visualize va nous permettre de faire des widgets, des camemberts, des histogrammes ou d'autres visualisations. Et enfin, Dashboard va me permettre d'agréger plusieurs visualisations ou plusieurs Discover dans un dashboard complet afin d'avoir en un seul coup d'œil toutes les informations dont j'ai besoin. Donc, j'essaie de vous présenter les trois briques et ensuite, on mettra en place MetricBit ou FileBit pour injecter de la donnée. Alors, Discover, pardon. Alors, ça, c'est mes tests. C'est mes tests. En fait, quand on indexe pour la première fois des données dans Elasticsearch, dans un nouvel index, pour pouvoir l'utiliser dans Kibana, il faut définir ce qu'on appelle un index pattern. Un index pattern, c'est juste dire à Kibana que dans mes dashboards, dans mes visualisations, je vais pouvoir utiliser l'index qui s'appelle, dans notre cas, si je ne me trompe pas, il s'appelle Malt. Donc, je vais faire create new index pattern, s'il veut bien. D'ailleurs, on le voit ici, il est bien existant. Je vais faire next, create index pattern. Une fois que j'ai ça, on retrouve la configuration. Donc là, c'est comment est gérée ma donnée par Elasticsearch. Donc ça, c'est un autre sujet bien très intéressant qu'il ne faut pas dénigrer parce que sinon, on aura des problèmes de performance. Mais malheureusement, on n'a pas le temps d'en parler maintenant. Donc, si je me mets sur l'index Malt que je viens de configurer, ben, on retrouve mes 4 documents que j'ai indexés. Je peux les ouvrir. Ici, j'ai bien ceci est un message d'info. J'ai bien mes 2 documents de type Word et j'ai bien mon document de type Error. Grâce à ce Discover, je vais pouvoir créer mon propre mon propre tableau de visualisation. Peut-être que pour un dashboard, j'ai envie d'afficher que le level et le message. Pour un autre dashboard, j'ai envie d'afficher d'autres informations. Mais en fait, je vais pouvoir créer mon propre tableau que je vais pouvoir réutiliser après. Pour répondre à Jonas, alors en effet, qui demande, je ne sais pas si c'est une question pour tout le monde ici, en effet, Elasticsearch propose un système de souscription, mais l'ensemble des produits que je vous présente aujourd'hui sont open source et gratuits à l'usage. La partie qui va nécessiter une souscription, c'est l'alerting. Alors, il change souvent. Alors, des fois, je m'y perds. C'est l'alerting, une partie de la sécurité et notamment le machine learning, si tu veux mettre en place ce genre de solution.
mais l'ensemble des produits que je présente aujourd'hui, et il y en a même plus à côté, hein, ce n'est pas les seuls, sont open source et gratuits à l'utilisation. Donc, par exemple, si je veux créer mon propre, je veux afficher le message, j'ai de l'aide à gauche pour dire je veux afficher telle colonne ou telle colonne. Voilà. Bon, là, j'ai très peu de données, mais c'est juste pour vous montrer le cas d'utilisation. Je peux faire de la recherche. Par exemple, si je veux afficher que les erreurs, je peux cliquer ici sur le plus et vous voyez qu'il y a une recherche, un filtre qui a été ajouté. Mais en fait, le filtre qui est derrière, ben, c'est juste une query qu'on aurait écrite à la main tout à l'heure via l'API REST. C'est exactement la même chose. À part que là, il nous propose une interface graphique en même temps de faciliter son écriture. On peut même aller plus loin. On peut, d'ailleurs, vous voyez ici, je ne vous mens pas, hein, c'est vraiment une query, un autre type de query qu'on n'a pas vu, mais vous pouvez la manipuler, la triturer, la modifier si besoin. Je peux faire l'inverse. Si je n'ai pas envie d'avoir les messages erreurs, j'ai envie d'avoir tous les autres. Je peux faire exclude result. Et là, il va me retourner que info et WAR. Très bien. On va se limiter à ça pour l'instant. Je vais enlever mon filtre et je vais sauvegarder ce nouveau tableau. Donc, je vais mettre Malt Discover. Très bien. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter Discover. Je peux en faire plein en fonction de la donnée qu'on souhaite afficher, de l'information qu'on souhaite récupérer, ce genre de choses. C'est à vous de construire la visualisation que vous souhaitez. Ensuite, on va parler des widgets. Donc là, je suis sur le deuxième élément de mon menu à gauche, Visualize. Et pour créer des widgets, également, on a plusieurs solutions. On peut faire des camemberts, on peut faire des nuages de tags, on peut faire des maps, on peut faire des line charts, des heatmaps. Il y a même une API Vega, pour ceux qui développent du JavaScript, qui vous permet de vous laisser limite open bar et créer votre propre visualisation via une petite librairie JavaScript qui est utilisée par Kibana. Donc, en fonction de la visualisation que vous souhaitez, bah, vous choisissez. Par exemple, moi, je vais faire un camembert. Je vais faire sur mon index Malt. Donc, pour l'instant, ça ne fait rien. On va compter le nombre de documents et quelle est la stratégie pour déterminer est-ce que le découpage en parts de mon camembert, c'est ce qu'on appelle des buckets. Donc là, on va dire, OK, je vais splitter mon camembert en slices et je vais utiliser une agrégation de type terms et en spécifiant sur quel champ je veux faire ma catégorisation, mon agrégation. Et là, vous voyez, en quelques clics, j'ai une visualisation qui m'indique que j'ai la moitié de mes messages, c'est du warn, un quart, c'est du info et un quart, c'est du error. Vous avez deviné, j'espère, c'est les mêmes termes que tout à l'heure, quand j'ai fait la requête HTTP. Je parle d'agrégation, je fais une requête de type terms sur ce champ-là. Si on revient sur Postman, c'est exactement la même chose. Je fais une agrégation de type terms sur le champ level.keyword. C'est juste pour vous montrer encore une fois que ce qui est caché derrière cette interface graphique, c'est juste des requêtes et Elasticsearch. Donc, je peux sauvegarder. Non, c'est pas ça que je voulais faire, pardon. Je peux sauvegarder. Malt. Voilà. Et on pourrait créer d'autres visualisations. Je vais vous montrer un dashboard tout fait juste après, avec bien plus conséquent. Ce que je vais vous faire là, c'est que je vais agréger mon camembert et la recherche que j'ai faite tout à l'heure pour vous montrer les interactions qu'on peut avoir. Donc maintenant, dans le troisième onglet, dashboard, je vais créer un nouveau dashboard. Et là, je vais pouvoir ajouter des choses. Je vais ajouter
mon Discover, et puis mon Camembert aussi, tiens, donc j'y suis. Ça s'affiche là, je peux le agrandir, modifier l'ordre, on fait un peu ce qu'on veut. Une fonctionnalité intéressante, c'est le menu Inspect. C'est si vous débutez dans Elasticsearch, moi j'avais fait ça il y a 4 ans quand j'ai commencé à faire du Elasticsearch, dans Kibana, on peut visualiser les requêtes qui sont envoyées via l'interface graphique qu'on a, le widget qu'on a créé via l'interface graphique. Donc si on a un doute sur comment faire cette requête-là ou ce genre de choses, faites-le dans Kibana et puis il y a un moyen de débugger grosso modo la requête et la réponse retournée. Donc là, on voit bien que c'est une agrégation, j'ai bien mes résultats, un peu comme tout à l'heure. Et ce qui est super intéressant avec un dashboard, c'est que chaque partie de mon dashboard peut faire office de contrôle. C'est-à-dire que si je clique ici sur la barre Warn, ça va filtrer l'ensemble des autres widgets de mon dashboard pour afficher que les documents dont le level est égal à Warn. Donc si je clique dessus, sur le panneau à gauche, j'ai bien que mes messages de warning qui sont apparus. En fait, il fait exactement la même chose que tout à l'heure. Il rajoute un filtre ici, en fait. Vous voyez ici, je recherche que les documents dont la propriété level est égale à warn. On a un système de rafraîchissement et de durée, de temps. Dans notre cas ici, on n'a pas de messages qui dépendent d'un timestamp, parce que c'est juste des documents que j'ai indexés à la main. Bien évidemment, dans une log Apache ou n'importe quoi, j'ai un timestamp vraiment. Et ben, je vais pouvoir dire je veux tous les documents qui sont arrivés cette nuit entre 2h et 4h, parce que je sais qu'il y a eu un accident de prod, j'ai envie de troubleshooter, de voir pourquoi ça n'a pas marché. Ben, je peux revenir en arrière et bien voir les documents associés. Et avoir un rafraîchissement aussi toutes les 5 minutes. Si j'utilise Kibana comme solution de monitoring, je peux laisser l'interface afficher sur un écran principal et toutes les 5 secondes, par exemple, rafraîchir mes données avec des nouveaux messages de log qui seraient indexés dans Elasticsearch. Donc là, c'est un exemple très basique. On a indexé dans Elasticsearch, on sait, on va savoir se démerder à faire des widgets, des dashboards. Maintenant, je vais indexer les données. Parce que bien évidemment, dans la vraie vie, ce n'est pas moi qui vais indexer les données en faisant des requêtes HTTP via Postman. C'est jamais le cas. Donc là, il y a plusieurs solutions pour indexer les données. Soit c'est votre applicatif via n'importe quel langage, mais à mon avis, c'est gérable dans tous les langages. Quand mon framework de log reçoit un message de log, ben, l'envoyer automatiquement à Elasticsearch. On pourrait également récolter des métriques ou d'autres informations via la suite Bits. Comme j'ai indiqué tout à l'heure, la suite Bits fait partie de la suite Elastic. C'est des petits agents qu'on va pouvoir installer sur nos serveurs, les mettre dans nos pods si on fait du Kubernetes ou n'importe où, qui nous permettent de shipper de la donnée. Shipper de la donnée, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire en fait. On va pouvoir shipper de la ligne de log si on utilise FileBit, on va pouvoir shipper des metric systems si on utilise MetricBit. Il y a PacketBit pour les trames réseau. Il y a WinLogBit pour les journaux de Windows. Et j'en oublie, mais il y a différentes implémentations possibles. Alors, il y a une question de Maxime. Est-il possible, par exemple, d'importer et exporter via un fichier YAML JSON un dashboard? Alors, faut-il 2 fichiers? Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en fait, tous les objets qu'on manipule dans Kibana, c'est des documents Elasticsearch en fait. Le moyen de persister les données dans Kibana, c'est Elasticsearch lui-même. D'ailleurs, je peux te le montrer. Si on a une interface un peu comme Postman qui va nous permettre de faire des requêtes,
Si je fais une requête sur l'index Kibana, alors ça doit être lui. Search. Je fais des bêtises. Donc là, j'en ai beaucoup plus parce que j'ai fait des tests, mais en fait, tous les documents, tous les objets que tu manipules, que ce soit des visualisations, des discover ou des dashboards, c'est des documents JSON qui sont indexés dans Elasticsearch. Donc si tu veux les récupérer pour les versionner ailleurs, tu as juste à faire une requête Elasticsearch et puis les mettre ailleurs. Elasticsearch propose dans l'offre gratuite un système de backup et restore aussi que tu pourrais mettre en place. Et si tu veux injecter des dashboards d'un cluster à un autre, bah, tu as juste à refaire une requête vers le nouveau cluster. Et ça aussi, c'est possible. Il y a une API de réindexation dans Elasticsearch qui permet de le faire. Alors, j'en étais aux agents permettant de shipper de la donnée. Troisième onglet de mon terminal, ce sera le dernier. Et ce qui est plutôt intéressant, la courbe d'apprentissage, le boulot nécessaire pour mettre en place des fonctionnalités d'Elasticsearch est très, très, très simple à présent parce qu'ils ont une très bonne documentation directement dans Kibana, en fait. Donc, par exemple, ici, si je suis sur la page principale de Kibana, si je veux ajouter de la métrique, ok, j'arrive là, quel type de métrique je veux faire? Est-ce que je veux les métriques Couchbase, Docker, Prometheus ou autre? Moi, comme j'ai fait simple, je vais mettre mes métriques de mon Mac, mon PC. Et là, vous avez toute la procédure nécessaire pour y arriver. Donc en fait, MetricBit, c'est des agents, vous les téléchargez sur votre machine. C'est ce que j'ai fait ici. Si je regarde là, tac. Bon, là, j'ai pris mes MetricBit, c'est pareil. J'ai un fichier configuration qui s'appelle metricbit.yaml. Et donc, il y a très peu de configuration à changer pour avoir l'effet waouh. Il y a juste l'URL du Kibana, vous allez savoir pourquoi juste après, qu'il faut configurer, 5601, et l'URL du Elasticsearch à configurer également. Pour l'effet waouh, c'est la seule chose qui est nécessaire. Ensuite, on nous demande d'activer des modules. En fait, comme je l'ai montré tout à l'heure, MetricBit, par exemple, permet de récupérer des métriques de Docker, de Kubernetes, etc., pour pouvoir dire à MetricBit quelle information je souhaite, je vais devoir activer un module. Et là, encore une fois, ça se fait en ligne de commande. Ici, j'active le module qui s'appelle système. Et en fait, la seule chose qui est réalisée en exécutant cette commande, c'est le renommage d'un fichier qui se trouve ici. Dans le fichier module, dans le répertoire module D de MetricBit, j'ai toutes les configurations de toutes les métriques qui peuvent être récupérées. Donc, vous voyez qu'il y en a énormément, du consul, du hproxy, du logstage, du MySQL. Et normalement, voilà, vous voyez que mon système.yaml, je n'ai pas réexécuté la commande permettant d'activer le module parce que je l'ai fait tout à l'heure. Mais en fait, tout à l'heure, il s'appelait system.yaml.disable. Et là, il a été renommé. Et juste le fait de l'avoir renommé, ça va l'activer. Alors, je réponds à la question de BA. Je suis désolé, je ne suis pas de ton prénom. Kibana versus Grafana. Alors, moi, historiquement, j'ai rien contre Grafana. Historiquement, je suis plus Kibana parce que c'est les choses que j'ai mis en place depuis 4-5 ans chez des clients. Je pense que tu as un recours, du fonctionnel ISO, on va dire, dans les deux solutions. Mais dès que tu indexes tes documents, dès que ta base de données, en fait, c'est Elasticsearch, dès que tu es dans le monde élastique, pardon, tu as tendance à rapidement utiliser Kibana. C'est le point de vue que j'ai. Ensuite, Grafana, de ce que je vois, c'est plutôt utilisé dans le monde Prometheus également. Une autre solution permettant de récolter des métriques sur un système d'information. Mais c'est mon point de vue. Moi, j'ai rien contre Grafana, c'est juste par préférence. Moi, c'est plutôt Kibana. Donc, j'en étais là. Je vais activer le module. Et là, on va pouvoir exécuter deux commandes. Setup, ça va nous permettre de configurer Kibana. Parce que des logs Apache, que ce soit sur ma machine ou en prod, c'est toujours des mêmes logs, c'est toujours la même structure.
Des métriques système, que ce soit sur mon Mac ou le Mac de quelqu'un d'autre, ça a toujours la même structure. Des paquets HTTP, que ce soit sur le port 9200 ou le port 9600, ça a toujours la même tête. Alors, est-ce que c'est nécessaire de reconstruire toujours et toujours des dashboards Kibana à chaque fois qu'on doit mettre en place une solution de monitoring? Bah, peut-être pas. Peut-être qu'on va pouvoir bénéficier du travail qui a été fait par la communauté ou par l'équipe d'Elastic. Moi, quand j'ai débuté à faire du Kibana pour un client, bah, on devait refaire à chaque fois des nouveaux dashboards dès qu'on intégrait un nouveau système de log parce qu'il n'y avait rien standardisé. Et en fait, grâce à cette simple commande MetricBit Setup, MetricBit va créer pour vous toutes les visualisations, toutes les dashboards nécessaires pour les données que vous allez indexer. Donc là, ici, c'est données système. Si c'est d'autres types de données, ils ont des dashboards spécifiques pour la donnée indexée. C'est pour ça que tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, dans Dashboard, il y avait plein de... Je reviens ici. J'ai plein de dashboards qui ont été indexés. Ça, c'est via l'appel à la méthode setup en ligne de commande. Donc, très bien. Donc là, j'ai déjà fait. Ça m'a ajouté toute la configuration nécessaire. Bah, je vais juste lancer MetricBit maintenant. Et là, ça va commencer à injecter de la donnée dans Elasticsearch. Si je reviens dans Kibana, dans la partie Discover, sur l'onglet MetricBit, et là, normalement, et voilà, j'ai des données qui arrivent. Je viens de le lancer seulement, hein, donc il y a 34 événements qui arrivent. Si je ne me trompe pas, je n'ai pas de rafraîchissement, je vais le mettre 5 secondes. Non, 5 secondes. Start. Donc là, toutes les 5 secondes, ça va se rafraîchir. Vous allez voir que l'histogramme va modifier. Vous voyez les résultats à droite avec des documents. Ici, c'est bien mon Mac. Je dois avoir des informations système, là, le nom de la métrique qui est récupérée, ce genre de choses. Elasticsearch a normalisé tous les noms des propriétés. Parce que des fois, avant, un niveau de log, par exemple, pour un cas d'utilisation, on l'aurait appelé level. Pour un autre cas, on l'aurait appelé level log. Il n'y avait rien de normalisé. Et depuis plusieurs versions, ils ont mis en place ce qu'ils appellent le Elasticsearch Common Schema, qui permet de uniformiser comment on appelle les propriétés des métriques qu'on indexe. Oui, je réponds à la dernière question. Oui, c'est possible, il y a une configuration. Là, je ne l'ai pas fait parce que j'ai tout annexé, mais tu peux annexer que le dashboard que tu souhaites. Donc, normalement, si je vais dans mon dashboard, je dois avoir un dashboard qui s'appelle Metric System. Metric System, je vais taper System. Je ne sais jamais c'est lequel. On va voir. Allez. Ça doit être lui. On voit bien mon Mac. Si j'avais plusieurs MetricBit qui tournaient, on les aurait vus ici. Si je clique sur mon Mac, normalement, voilà, ça va arriver. On va voir toutes les informations qui ont été indexées. Vous voyez ici que le dashboard est bien plus complexe que celui qu'on avait tout à l'heure. On a des stack charts, on a des jauges, on a des chiffres, on a des... Là, il n'y a rien de compliqué, c'est beaucoup d'histogrammes et de stack charts, mais vous allez voir tout à l'heure qu'il y a d'autres widgets possibles. Et là, encore une fois, chaque widget peut faire office de contrôle. Si par exemple, je suis ici et que là, alors, est-ce qu'il y a un exemple intéressant? Je suis intéressé par cette période-là, je peux faire un cliquer déposer, sélectionner cette période de temps, et normalement, ça n'a pas marché, effet démo. Normalement, normalement, ça doit filtrer. Là, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. En fait, mon PC mouline un petit peu, ça doit être ça. Juste pour vous dire que chaque partie de mon dashboard peut faire office de contrôle sur l'ensemble des données affichées. Donc, c'est intéressant.
en termes d'interaction. On peut vraiment filtrer. Voilà, c'est arrivé enfin. Je pense que mon Mac a un peu de mal là, en ce moment, mais c'est pas grave. Vous avez compris le principe. Donc là, c'était pour indexer des données. Il y a énormément d'autres fonctionnalités dans la suite Elastic. Malheureusement, on n'a pas le temps de tout aborder. Si vous voulez jeter un coup d'œil, si vous lancez Elasticsearch et Kibana pour la première fois, depuis l'interface de Kibana, ils mettent à la disposition, non, depuis l'interface principale, pardon, on peut indexer des données d'exemple. Si on a envie de jouer un petit peu, on a 3 use cases, des applis d'e-commerce, une compagnie aérienne et puis des logs d'un serveur web. Donc moi, j'ai indexé, j'ai installé cet exemple juste avant. C'est juste pour vous montrer tout ce qu'on peut faire. En fait, j'ai mon casque, mais mon Mac, il ventile bien là. Voilà, voici tout ce qu'on peut faire. On a encore des jauges, on a ici le nombre de visiteurs uniques, on a des tableaux, on a des trucs qui sont pratiquement illisibles. Mais en tout cas, c'est juste pour montrer tout ce qu'on peut faire. Des cartes de chaleur, etc. Par exemple, la fonctionnalité que j'aime bien, moi, c'est pouvoir filtrer sur une carte. Par exemple, si je veux dire, tac, je suis intéressé que par les gens qui sont ici. Alors, la seule chose qu'il doit faire, c'est retomber sur, voilà, et normalement, là, il a tout filtré. Tous les autres parties de mon dashboard ont été filtrées et on n'affiche que les gens qui sont j'ai oublié la région, Michigan, je crois, ou autre. Donc ça, c'est un contrôle, on va dire, assez bluffant, en tout cas, si on veut faire de la recherche. Comment ça fonctionne? C'est juste que dans mes documents, j'ai une propriété qui est de type géolocalisation. Et comme Elasticsearch nous propose des requêtes, on peut faire des requêtes géolocalisées, on a juste à écrire, à faire la zone sur laquelle on va faire notre recherche. Et Elasticsearch va faire la recherche sur ce polygone en fait, qu'on a défini. Et on retrouve la même recherche ici. En fait, dès qu'on interagit avec un contrôle, ça s'ajoute tout en haut. Alors, une question de Maxime. Est-ce possible de créer un template de dashboard sur Kibana? Pas à ma connaissance. Il y a un système de template dans Elasticsearch, mais il n'y a rien à voir. C'est vraiment pour les index qu'on crée, mais il n'y a pas de template dans Kibana. Nicolas demande est-ce qu'il y a des solutions SaaS que tu recommandes? Alors, Elastic propose, j'ai pas de royalties chez Elastic, mais il propose une solution dans le cloud qui s'appelle Elastic Cloud quelque chose, j'ai oublié le nom. Ensuite, sur les différents providers du marché, GCP, normalement, dans la marketplace, vous pouvez installer du Elasticsearch via juste un clic. Je sais que depuis très récemment, pour faire un petit peu de pub, Clever Cloud a rajouté Elasticsearch à leur offre depuis récemment. Alors, je finis ça, puis je répondrai à la question de Steven après. Donc là, c'est juste pour vous montrer ça. Ensuite, une fonctionnalité que j'aime, il y a énormément de choses à aborder, mais un truc parce que là, les dashboards qu'on présente, c'est vraiment des dashboards techniques où on a des visualisations, c'est vraiment un truc pour je ne vais pas dire que des ops, mais c'est un langage technique, c'est pas pour tout le monde, vous n'allez pas proposer ce genre de graphique, par exemple, à une équipe de marketing ou autre. Si vous souhaitez avoir des dashboards plus intéressants visuellement avec la charte graphique de votre société, mais en gardant le fait d'avoir de la donnée live qui vient d'Elasticsearch, il y a une sous-application qui s'appelle Canvas. D'ailleurs, je ferai normalement une petite conférence Human Coders
Human Talks, pardon, je pense que c'est mi-avril sur les Canvas. Euh, donc là, c'est le Canvas qui a été créé via le jeu de démo. Là, vous avez la main sur tout, sur tous les visuels, sur la charte graphique, sur la donnée que vous voulez afficher, quelle police, la taille, la couleur, n'importe quoi. Et en fait, toutes les données qui sont là, le 12 qui est là, le 33 qui est là, le chart qui est là, c'est toutes des données qui viennent d'Elasticsearch. Donc, si j'active en plein écran ici, ah, j'aurais dû activer l'auto-refresh toutes les 5 secondes, bah, mes données vont être mises à jour. Mais là, on peut avoir un look and feel qui se rapproche de celui de votre société, par exemple. Donc ça, c'est un truc qui a été annoncé, je crois que c'est pas si jeune que ça doit avoir au moins 2 ans maintenant, Canvas, mais c'est encore très, 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 très peu utilisé pour l'instant. Donc là, on a une solution qui permet de visualiser les fichiers, les lignes de log qu'on a annexées, des métriques, des paquets réseau, etc. Quand on souhaite mettre en place une solution d'observabilité de notre SI, il manque une brique qu'on appelle APM, pour Application Performance Monitor. Et là, encore une fois, dans leur offre gratuite, open source, Elastic propose une brique APM que vous allez pouvoir ajouter dans vos applicatifs Java, Go, Python, PHP et autres. Bonjour, attends, je réponds à la question de Patrick. Bonjour, je voudrais qu'on revienne brièvement sur la métrique prédéfinie sur Kibana. Alors, ma question, il nous suffit juste de dérouler le mode opératoire pour mettre en place un dashboard. En fait, alors je ne sais pas si je réponds à ta question, Patrick. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me le dire. Mais en fait, si je reviens sur le dashboard qui est déjà tout fait, que je vous ai montré, tout à l'heure, je vous ai montré rapidement comment créer un camembert. En fait, c'est exactement la même chose pour toutes les visualisations qu'on a ici. Si je regarde ici la jauge, ah, bien sûr, je peux pas la configurer ici. Je pensais que je pouvais la configurer. Non, je ne peux pas la configurer. Non. Si on regarde dans visualisation, si je cherche métrique, métrique, non, système, je vais chercher. Je cherche peut-être ça. Non, c'est pas bon. Bon, bref, c'est pas le bon. Je n'ai pas de données, mais en fait, chaque widget qui est affiché dans un dashboard, c'est une visualisation qui a été créée en amont. Donc en fait, ça dépend de ce que toi tu veux afficher. Si tu veux créer tes propres widgets parce que tu veux avoir une visualisation custom, tu veux avoir une donnée bien spécifique qui n'est pas disponible de base dans les dashboards, dans les visualisations mises à disposition par Kibana et via MetricBit, par exemple, tu vas pouvoir créer ton propre widget et ensuite l'injecter où tu veux dans n'importe quel dashboard. Par exemple, si le use case ne sert à rien, mais je pourrais ici éditer le dashboard qui est créé. Alors, je vais supprimer le filtre, comme ça on va voir la donnée. Voilà. Je pourrais rajouter mon camembert que j'ai créé tout à l'heure si je souhaite. Si ici j'ai Malte qui est ici, je clique dessus. Donc par défaut, je pense qu'il se met tout en bas. Voilà. Mais je pourrais enrichir des dashboards préexistants de la suite élastique par des widgets supplémentaires si je le souhaite. Donc ça dépend vraiment de ce que tu veux et quelle information tu souhaites avoir. Mais en tout cas, moi, je reprécise, ce qui est bien de comprendre, c'est que dans toutes les requêtes qui sont exécutées par chaque widget, c'est juste une requête Elasticsearch, c'est souvent une requête d'agrégation. Dès que vous avez compris le système d'agrégation, bah, la mise en pratique, la manipulation depuis l'interface de Kibana sera beaucoup plus simple parce que bah, on utilise la même terminologie. On manipule ici une agrégation de type terms sur tel champ. Bah, c'est la même terminologie que nous avons
via l'API REST. Donc, si vous comprenez l'API REST, vous allez comprendre plus facilement l'interface graphique. Et donc, je voulais terminer par APM, permettant de se plugger. On va pouvoir l'ajouter dans du Java, Python, PHP, JavaScript ou autre. Bon, là, je ne l'ai pas setupé, mais j'aurais pu le faire, mais ce n'était pas prévu. En fait, ça va nous permettre de savoir qu'est-ce qui se passe pour une transaction utilisateur. Une transaction utilisateur, c'est quoi? C'est j'ai une requête qui arrive sur mon serveur, et qu'est-ce qui se passe entre le moment où je reçois la requête et le moment où la réponse est partie? J'ai peut-être un accès à une base de données, j'ai peut-être un accès à une autre API REST, j'ai peut-être un accès à Kafka, j'ai peut-être plein de choses qui se passent, mais pour chaque partie de ce tunnel, combien de temps ça prend? Combien de temps ça prend pour aller à la base de données? Combien de temps ça prend pour aller lire un topic Kafka? Combien ça prend pour faire l'appel à mon microservice? Ben, sans solution d'APM, on n'a pas cette vision assez précise en fait. Et si on met en place ce genre de solution, voici le genre d'interface graphique que vous allez avoir dans Kibana. C'est pour une requête, ici /orders, ben, je vois que je fais appel 39 millisecondes à une autre API. Je verrai également les appels à la base SQL, avec la requête SQL également, pour débugger, c'est assez bluffant. Donc c'est la troisième brique qu'on doit mettre en place si on veut avoir une solution d'observabilité complète dans notre système d'information. J'ai fait le tour, je pense. Je vais répondre à la question de Steven. Alors, il y a Elastic qui propose des formations. Alors, je ne sais pas si... Je crois qu'il faut aller voir sur leur catalogue. Ils ont des formations en présentiel ou en ligne, je ne sais plus. D'ailleurs, en ce moment, n'hésitez pas à en profiter. Ils proposent des formations gratuites. Donc, c'est des formations assez courtes. Hein. Ce n'est pas 3 jours de formation. Mais si vous voulez creuser un certain sujet, là, je sais que cette semaine, c'est sur la sécurité. Il y a une mini-formation gratuite sur la plateforme Elasticsearch, sur la plateforme de la suite Elastic. Et ensuite, d'autres organismes de formation. Je sais que Human Coders, il y a 2 plans de formation Elastic. Elasticsearch en tant que moteur de recherche, où là, ce qui est abordé, c'est tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure via Postman, c'est comment faire des requêtes, comment faire de l'agrégation, comment faire de la recherche, ce genre de choses. Et ensuite, une autre formation plutôt orientée monitoring, où là est présenté Elasticsearch, puis Bits, puis APM, puis Kibana. Est-ce qu'on peut revoir le PPT? Alors, ce n'était pas un PPT, c'est une image que j'ai piquée sur Google. C'est ça que tu veux voir, Christophe? Donc ça, c'est la stack élastique. Donc là, nous, aujourd'hui, on n'a vu que Kibana, Elasticsearch et Bits. Mais on peut mettre en place une couche de sécurité. Par exemple, si je n'ai pas envie que tout le monde accède à mon jeu de données, je peux mettre en place une solution de une authentification basique, une authentification OAuth, une authentification LDAP, Active Directory ou n'importe quoi. Je peux filtrer par l'index, c'est-à-dire moi, en tant que Manu, je n'ai pas accès à l'index Malt, par exemple. Je peux faire un filtrage par document. J'ai accès à l'index Malt, mais je n'ai pas accès aux documents avec l'ID 1, 2 ou 3, par exemple. Je peux faire un filtrage par document. Et ensuite, le dernier niveau de filtrage, c'est dans le document. Je peux faire un filtrage par propriété. Si, par exemple, il y a des informations qui sont sensibles, que tout le monde n'a pas le droit d'y accéder, je peux définir que moi, en tant que Manu, j'ai un rôle de viewer, ben, je ne peux pas accéder à telle propriété de mes documents. Donc, il y a l'alerting pour faire l'alerte d'envoi de message quand il y a une alerte X ou Y. Ça vous la configurer. Monitoring pour monitorer l'ensemble de mon cluster. Reporting pour faire la génération de PDF. Et graph qui est pour voir les relations entre les documents. Alors, je crois qu'il y a vu pas mal de documents pour des besoins simples, métriques simples, log issus de fichiers. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser Bits plutôt que Logstash? Moi, j'utiliserais Bits parce que Logstash, c'est j'ai oublié le terme. C'est une solution à monitorer en plus. C'est un serveur central. Moi, pour un truc simple, je préfère installer des agents
file bit et metric bit sur ton serveur. Tu auras moins de problèmes. Alors attends, j'ai perdu la main. Ça c'est bon. Merci pour la démo. De rien, Nasser. Jonas, si tu veux ajouter du monitoring par le biais de la stack et alors, je ne suis pas expert Kubernetes, Jonas, désolé. Je ne vais pas pouvoir répondre à ta question. Ce qui est sûr, c'est que la règle qu'on se donne, c'est si on souhaite monitorer un cluster Elasticsearch, chaque information de monitoring, en fait, de notre cluster va être indexée dans un index Elasticsearch. Donc, si on excusez-moi de l'expression, on pollue le cluster Elasticsearch par plus de données de monitoring, ben, ça peut éventuellement impacter les performances de l'application utilisant Elasticsearch en production. Donc, pour cela, il est recommandé d'avoir un autre cluster à côté qui est en charge que de la partie monitoring. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Pour réaliser ce filtrage, sécurité, il faut... Alors, la réponse à Julien. Il y a encore quelques temps, les dernières fois que j'ai mis ça en place, il fallait la souscription XPack pour avoir la partie sécurité. Mais depuis la version 7.5, je crois, ils ont mis une partie de l'offre XPack dans l'offre gratuite, en fait. Donc, si je ne me trompe pas, à vérifier, mais comme ça a changé et que je n'ai pas retesté depuis, tu peux faire le filtrage et tout ça dans l'offre gratuite. Tu peux faire de l'authentification basique. Et ensuite, si tu as l'autre authentification comme du LDAP ou Active Directory, là, je crois que c'est dans la souscription. Mais je me trompe peut-être, à vérifier. Est-ce que les logs doivent être de préférence en JSON? Alors, c'est une excellente question de Grégory. Est-ce que les logs doivent être de préférence en JSON ou simplement l'intégrer en log standard? Tu pourrais l'intégrer en log standard. Genre, j'ai ma ligne de log. Si je fais de la recherche full text, je pourrais récupérer ce que je veux. Mais si tu ne structures pas à minima tes documents, bah, tu ne vas pas pouvoir faire de visualisation comme je l'ai montré tout à l'heure, les camemberts et tout ça. Ces camemberts-là, il y a un mécanisme dans les Elasticsearch qu'on appelle les analyzers et tout ça. Bah, pour faire ces genres de visualisation, on a besoin de la donnée en manière directe. Ces données-là ne doivent pas être présentes dans un corpus d'un paragraphe. Elles doivent être vraiment disponibles dans une propriété de mon document JSON. Donc, en effet, tu pourrais mettre ta ligne de log telle quelle. Si tu fais de la recherche full text, ça va marcher. Mais si tu veux faire des agrégations, tu es obligé de l'extraire. Et en fait, dans notre use case, c'est FileBit qui le fait. Et en fait, c'est Elasticsearch. Ils ont un mécanisme qui est appelé les ingest nodes, qui prend en paramètre ta ligne de log brute. Et en fonction du type de log que tu vas indexer dans Elasticsearch, c'est lui qui va savoir la découper. Donc, tout à l'heure, pour les métriques et tout ça, pour des logs standards, j'ai rien à faire. C'est quand je fais mon file bit setup ou metric bit setup, c'est lui qui va instancier le pipeline d'ingestion pour moi. Mais si tu dois injecter des données qui sont propres à toi, bah, tu auras peut-être un pipeline d'ingest à implémenter toi-même. Les pipelines ingest, c'est un peu ce qu'on pouvait faire en Logstash avant. On peut toujours faire en Logstash avant, c'est le même mécanisme, mais directement dans le cluster Elasticsearch. D'un point de vue perf, JSON, c'est mieux, oui, tout à fait. Parce que si tu as moins de recherche full text à faire, bah, tu auras des meilleurs résultats déjà, tu auras moins d'espace disque utilisé, tu auras des possibilités en termes fonctionnels plus intéressants. Et si tu veux faire du filtrage après pour la sécurité, bah, si tu n'as pas de découpage, bah, tu ne pourras pas le faire. Polo, y a-t-il des parseurs, par exemple des CSV pour intégrer des logs? Alors, bonne question. Je sais que dans Logstash, il y a. Logstash, tu as un parseur CSV et je suis pratiquement sûr que tu dois l'avoir dans IngestNode aussi. Donc, par défaut, tu peux dire à Elasticsearch, si tu indexes un document avec un CSV, de lui appliquer un pipeline d'IngestNode spécifique pour convertir ce CSV en document JSON.
Je sais en Logstash, c'est sûr à 100%, mais je pense que ça doit être faisable aussi en pur Elasticsearch. Merci beaucoup, Emmanuel. Je reviens. Merci également à tous d'avoir participé. On va vous laisser encore quelques secondes pour envoyer vos questions et puis on va devoir vous quitter. Juste avant de laisser la parole à Emmanuel pour répondre aux dernières questions, je voulais vous indiquer qu'il est possible de devenir speaker si vous êtes intéressé comme Emmanuel pour proposer une thématique. Donc, ça peut être un sujet très varié. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Je vous renvoie le lien vers les Malte Academy. Vous avez un bouton pour devenir speaker. Donc, vous avez juste à renseigner un formulaire pour proposer un sujet. Une personne de l'équipe reviendra vers vous. Pour moi, tout est bon. C'était la dernière Malte Academy du coup de la journée. Demain, il y en a 2. Ce sont des Malte Academy Shopify. Alors, celle du matin à 11h s'adresse à des débutants. Donc, c'est une heure de Malte Academy pour créer un site Shopify. Et l'après-midi, c'est pour des profils beaucoup plus experts sur Shopify. Donc, n'hésitez pas à consulter le programme et à vous inscrire si jamais c'est des sujets qui vous intéressent. Emmanuel, est-ce que tu as reçu d'autres questions ou est-ce que c'était les Ouais, je dernières? crois que j'en ai vu une autre. Sans doute pas une question de Willem. Sans doute pas utile pour des logs, mais peut-on faire des bulks dans Elastic? Bah, en fait, c'est pour des logs également, en fait. Donc, des bulks, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est éviter d'envoyer, si j'ai 36 000 documents indexés, d'éviter d'envoyer 36 000 requêtes. Donc, bufferiser un petit peu et tout envoyer d'un coup. Et c'est en fait ce que fait FileBit, MetricBit. Il n'envoie pas tout d'un coup, il bufferise un petit peu à chaque fois qu'il y a des métriques. Et une fois qu'il a atteint un seuil ou un timestamp, il va tout envoyer dans l'Elasticsearch. Donc oui, tu as une API bulk disponible dans l'Elasticsearch depuis les débuts en fait. Merci Emmanuel. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mes messages privés sur Twitter sont ouverts. Si vous avez des Oui, questions Elasticsearch, je et serai est-ce ravi. que, Emmanuel, si des personnes souhaitent t'écrire, est-ce que tu as mis une adresse mail? Est-ce que tu veux que j'envoie le lien de ton profil Malte? Oui, tu peux faire ça, ouais. Sinon, sur Malte, il doit y avoir mon email aussi, je crois. Ouais. Tu peux mettre mon profil Malte sans souci. Alors, je le cherche tout de suite et je vous l'envoie au même Si... endroit. Sinon, mon adresse mail. Voilà. Voilà, et moi, j'ai envoyé le lien de ton profil. Très Super. bien. Eh bien, écoute, encore une fois, merci beaucoup Emmanuel pour le temps et le partage d'expériences et de compétences. Merci à tous d'avoir participé à cette formation. Vous étiez très nombreux cet après-midi. Et puis, à très vite pour une nouvelle Malte Academy. Très bien. Merci à vous tous. Salut Emmanuel, à bientôt. Salut.